Et si je te disais que derrière une des marques les plus iconiques du sport se cache une trahison familiale explosive? Deux frères, une seule entreprise et une guerre qui va donner naissance à deux géants mondiaux. D'un côté, Puma. De l'autre, son pire ennemi. Mais attends une seconde, est-ce que tu savais que tout a commencé dans une petite ville allemande et que cette rivalité a divisé une population entière? Reste bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire est bien plus folle que tu ne l'imagines. Et toi, avant de commencer, dis-moi en commentaire, Team Puma ou Team Adidas? Tout commence dans les années 1920, en Allemagne. Deux frères, Rudolf Dassler et Adolf Dassler. Rudolf est le commercial, charismatique, ambitieux. Adolf, lui, est discret, mais c'est un génie de la fabrication. Ensemble, ils créent une petite entreprise de chaussures dans le garage de leur mère. Prends un instant pour visualiser la scène. Une pièce étroite, des outils rudimentaires, l'odeur du cuir, et deux frères qui travaillent jour et nuit avec une seule obsession, réussir. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu penses que les plus grandes entreprises naissent dans des bureaux luxueux ou dans des endroits comme celui-ci? Parce qu'à ce moment-là, rien ne les prédestinait à changer le monde. Et pourtant, très vite, leur talent attire l'attention. Adolphe passe des heures à perfectionner chaque chaussure. Il ne cherche pas à produire vite, il cherche à produire mieux. Rudolf, lui, vend, il convainc, il négocie, il transforme chaque rencontre en opportunité. Ils sont différents, mais parfaitement complémentaires. Et c'est justement ce mélange qui va faire leur force. Leur objectif est clair, créer les meilleures chaussures de sport au monde. Pas les moins chères, pas les plus rapides à produire, les meilleures. Et ce niveau d'exigence va tout changer. Un jour, une opportunité incroyable se présente. Les Jeux Olympiques de 1936. Un événement mondial, des milliers d'athlètes, des millions de regards. Et au milieu de tout ça, un sprinter américain nommé Jesse Owens. Adolphe prend une décision audacieuse. Il veut que cet athlète porte leurs chaussures. Mais réfléchis un instant. À cette époque, leur entreprise est encore petite, peu connue, sans réelle influence. Et pourtant, Adolphe va voir Jesse Owens en personne. Il lui propose de tester ses chaussures. Un pari risqué, mais ce pari va entrer dans l'histoire. Parce que Jesse Owens remporte 4 médailles d'or. 4. Et à chaque course, ils portent leurs chaussures. Du jour au lendemain, leur nom commence à circuler. Le monde découvre leur savoir-faire. Leur entreprise décolle. Tout semble parfait. Deux frères, un succès grandissant, une reconnaissance internationale. Mais parfois, les plus belles histoires cachent les plus grandes tensions. Parce que pendant que l'entreprise grandit, la relation entre les deux frères commence à se fissurer. Les caractères s'opposent, les visions divergent, les discussions deviennent plus dures, plus froides. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Un moment qui va tout bouleverser. Les tensions deviennent impossibles à ignorer. Les non-dits s'accumulent, les regards changent, et petit à petit, le lien entre les deux frères se brise. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Une dispute, une accusation, peut-être même une trahison. Mais une chose est certaine. Ils ne sont plus unis. Et maintenant, imagine la situation. Tu construis quelque chose d'énorme avec quelqu'un, et du jour au lendemain, tout s'effondre. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'un business peut vraiment survivre quand ses fondateurs ne se supportent plus? Parce que ce qui arrive ensuite va non seulement détruire leur relation, mais aussi donner naissance à l'une des rivalités les plus puissantes de l'histoire. Et crois-moi, le pire reste encore à venir. Nous sommes à la fin des années 1940. Cette fois, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les deux frères ne se parlent presque plus. L'atmosphère est devenue irrespirable. Chaque décision crée un conflit. Chaque échange devient une confrontation. Et puis un jour, la rupture est officielle, définitive. Rudolf et Adolf Dassler se séparent. Mais comprends bien une chose. Ce n'est pas une simple séparation d'associés, c'est une guerre froide, silencieuse, mais totale. Alors laisse-moi te poser une question. Que ferais-tu à la place de Rudolf? Tu abandonnes tout, ou tu décides de te venger? Rudolf choisit la deuxième option. Il quitte l'entreprise, il laisse derrière lui des années de travail, mais il emporte avec lui une rage immense. Et surtout,
Une idée très claire. Créer sa propre marque. Une marque plus forte, plus rapide, plus agressive. Une marque qui écrasera celle de son frère. Au début, il l'appelle autrement. Puis il change. Un nom court, puissant, animal, Puma, un prédateur, un symbole de vitesse et de domination. Mais ce que Rudolf est en train de construire, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est une réponse, une attaque directe. Et pendant ce temps, Adolf ne reste pas immobile. Lui aussi continue, de son côté, avec sa propre vision, avec sa propre ambition, et sans jamais regarder en arrière. 2 frères, 2 entreprises, une seule obsession, gagner. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est l'impact sur leur ville, Herzogenaurach, une petite ville tranquille, qui va devenir un champ de bataille. Les habitants doivent choisir leur camp. Il n'y a plus de neutralité possible. Tu travailles pour l'un ou pour l'autre. Tu soutiens l'un ou tu es rejeté par l'autre. Même les familles se divisent. Les amis ne se parlent plus. Les bars, les commerces, les rues, tout est séparé. Et il y a même une habitude étrange qui apparaît. Avant de parler à quelqu'un, les gens regardent ses chaussures. Oui, ses chaussures, parce qu'elles révèlent son camp. Alors imagine une seconde, tu marches dans ta propre ville, et chaque regard devient un jugement. Chaque pas devient une déclaration. Est-ce que tu trouves ça exagéré, ou est-ce que tu comprends à quel point cette rivalité est devenue incontrôlable? Pendant ce temps, Rudolf avance vite, très vite. Il comprend quelque chose que peu d'entrepreneurs maîtrisent à l'époque. Le pouvoir de l'image, le pouvoir du sport. Il ne veut pas juste vendre des chaussures. Il veut que les meilleurs athlètes au monde portent Puma. Parce qu'un champion, c'est une publicité vivante. Et cette stratégie va tout changer. Petit à petit, Puma commence à se faire un nom. Les performances suivent. La réputation grandit. La marque s'impose. Mais attention, la guerre est loin d'être terminée. Parce que dans l'ombre, son frère construit lui aussi un empire, et chaque victoire de l'un devient une humiliation pour l'autre. Chaque succès alimente encore plus la rivalité. Alors réfléchis bien. Est-ce que cette compétition les pousse à devenir meilleurs, ou est-ce qu'elle est en train de les détruire? Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus seulement de business, c'est devenu personnel, très personnel. Et ce qui va se passer ensuite va transformer cette rivalité en légende mondiale. Les années passent, mais la guerre, elle, ne s'arrête jamais. Elle change simplement de terrain. Ce n'est plus seulement une rivalité locale, ce n'est plus seulement une histoire de famille, c'est devenu un affrontement mondial. 2 visions, 2 marques, 2 empires en construction. Et au milieu de tout ça, le sport devient leur champ de bataille. Alors laisse-moi te poser une question. Selon toi, c'est quoi la meilleure publicité au monde? Une affiche, une vidéo ou un athlète qui gagne devant des millions de personnes? Rudolf, avec Puma, a déjà compris. Chaque victoire d'un athlète équipé par sa marque est une démonstration de puissance. Et puis arrive un moment clé, les Jeux Olympiques de Mexico. Un instant qui va marquer l'histoire. Un athlète monte sur le podium. Tommy Smith. Silence dans le stade. Et soudain, il lève le poing. Un geste fort, un geste politique, un geste qui va faire le tour du monde. Mais regarde bien, à ses pieds, des Pumas. Et sans le vouloir, ce moment devient aussi un moment pour la marque, visible, ancré dans l'histoire, associé à quelque chose de bien plus grand que le sport. Et là, tout change, parce que Puma ne vend plus seulement des chaussures, elle vend une image, une attitude, une identité. Et cette stratégie va exploser. Les plus grands noms arrivent. Pelé, Maradona, Usain Bolt, des légendes, des icônes, des symboles de performance. Et à chaque fois, le même résultat. Victoire, visibilité, domination. Alors réfléchis un instant. Quand tu vois un athlète gagner, est-ce que tu regardes ses chaussures? Ou est-ce que tu ressens simplement l'émotion du moment? Parce que c'est exactement là que Puma est fort. Ils ne te vendent pas un produit. Ils te vendent ce que tu ressens, mais ce n'est pas suffisant. Le monde évolue, et Puma s'adapte. Ils sortent du sport, ils entrent dans la rue, dans la mode, dans la culture, collaboration, designs audacieux, positionnement différent. Ils deviennent une marque cool, une marque qui ne suit pas, mais qui propose autre chose. Et ça fonctionne. Parce que pendant que certains cherchent à dominer par la performance pure, Puma crée une connexion, une identité, un style.
Alors laisse-moi te poser une dernière question. Est-ce que Puma serait devenue ce qu'elle est aujourd'hui, sans cette rupture, sans cette haine, sans cette rivalité avec son propre sang? Parce qu'au final, ce n'est pas juste une histoire de business, c'est une histoire humaine, une histoire de fierté, d'ego, de vision, et surtout, une preuve que parfois, les plus grandes réussites naissent des conflits les plus violents. Deux frères, une séparation et une conséquence inattendue, la naissance de deux géants. Et maintenant, dis-moi, si tu étais à leur place, est-ce que tu aurais choisi la paix ou la victoire? Écris-le en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres histoires vraies, aussi puissantes, abonne-toi. Parce que, crois-moi, celle-ci n'est que le début.